les leaders algériens, qui soient réformistes, nationalistes, évolués, assimilés, enfin oui, il y a toute une gamme, toute une variété comme ça, eh bien, le monde politique européen ne les connaissait pas. Ferhat Abbas, qui était un homme très modéré, qui n'était pas pour l'indépendance de l'Algérie pendant très longtemps, puisqu'il était un émancipé, évolué, assimilé. Il voulait de la citoyenneté, Ferhat Abbas, il voulait de l'égalité. Hein. Il a créé des partis, des organisations, où il a pendant très longtemps cru en la possibilité du maintien de l'Algérie française, etc. Bon, il s'opposait d'ailleurs en ce sens à Messali. Hein. Je parle des années 30, hein, même y compris dans les années 40. Bon. Eh bien, Ferhat Abbas, qui était cet homme si cultivé, si francophile, francophone bien sûr, si républicain, très républicain, eh bien, n'avait jamais été reçu par un président du Conseil en France, alors qu'il était député à l'Assemblée nationale française à partir de 1946, puisqu'il y avait, à partir de 1946, la possibilité pour les indigènes d'envoyer 5 députés au Parlement. Bien. Il était au Parlement. Donc ce n'était pas un inconnu, ce n'était pas quelqu'un qui se cachait dans une grotte, qui fabriquait je ne sais quelle action Non, pas du tout. C'était un homme tout à fait modéré, qui écrivait des livres, qui écrivait des articles, qui était député à l'Assemblée nationale et qui voulait l'autonomie. Hein, je parle des années 50. Il n'était pas pour l'indépendance, il était pour l'autonomie. C'est-à-dire un parlement algérien rattaché à la France, rattaché à l'Algérie française, qui aurait une autonomie relative. Voilà, c'était ça sa position. C'était sa position. Il n'a jamais été reçu par un membre du gouvernement de l'époque, français, jamais. Je veux dire, aucun. Alors je ne parle même pas de Messali, qui était le leader politique ultra connu dans les milieux algériens, dans le monde paysan, etc. Messali, quand il était libéré, il faisait des meetings, il y avait 100 000 personnes, 50 000, enfin vous voyez, c'était pas du tout minuscule, hein, c'était monumental. Bon. Il ne serait jamais venu à l'idée, dans le monde politique européen, que ce soit en métropole ou en Algérie, eh bien, de les accueillir, de dire, mais qu'est-ce que vous voulez, est-ce qu'on peut discuter? Pas du tout. Lorsqu'il y avait des élections, elles étaient truquées. Enfin, tout le monde le sait. Je veux dire, en 1948, vous avez une élection organisée par Mejlen, tout est truqué. C'est-à-dire, au premier tour, les indépendantistes font 70% des voix, au deuxième tour, 2%. On se dit quand même, quelle chute électorale entre les deux tours. Quelle réflexion du corps électoral, c'est incroyable. Bon, mais tout était comme ça, je veux dire, tout était entièrement truqué. Bien. Donc on a par conséquent, ne serait-ce que, je parle des élites algériennes, hein, des élites algériennes assimilées dans le sens politique, pas dans le sens culturel, c'est-à-dire dans le sens où ils allaient à l'école, ils allaient passer des petites élites, c'était une toute petite élite. Hein. Ils n'étaient pas reconnus par le monde européen. Que ce soit les élites religieuses, les élites culturelles ou les élites politiques. Ils n'étaient pas reconnus. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune possibilité de se faire entendre sur le plan traditionnel, sur le plan classique. Et donc, par conséquent, tout ce qui était de l'ordre du discours de la réforme servait en fait à gagner du temps, fondamentalement. C'était vécu comme ça. C'est-à-dire que ça, on gagne du temps. On promet une rencontre, peut-être une négociation, peut-être quelque chose, etc. Et il ne se passait jamais rien, en fait. Il y avait un double collège, des élections truquées, un statu quo, etc. La suite est connue, je veux dire que, bon, à un moment donné, vous avez effectivement eu des gens qui ont dit, grosso modo, il faut sortir du statu quo, il faut passer à la lutte armée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le Dien Bien Phu, la guerre d'Indochine, la décolonisation, enfin je ne vais pas ici, on n'a pas le temps. Bref, le monde se décolonisait. La Tunisie et le Maroc arrivaient à leur indépendance quand même, en 54, 55, 56, il y avait quand même le passage à l'indépendance pour ces pays. Et en Algérie, rien. Donc c'était pas possible. Et donc à partir de ce moment-là, les nationalistes indépendantistes ont dit, grosso modo, dans leur majorité, y compris Messali d'ailleurs, mais pas avec le FLN, bah, la seule solution c'est le passage à la violence, c'est le passage à la lutte armée. Voilà. Et cette question-là, dans le fond, Camus n'arrivait pas à la penser. C'est-à-dire qu'on parle de sa mère victime du terrorisme par rapport, etc. Il ne peut pas penser, disons, dans le fond, à mon avis, à la séparation de l'Algérie avec la France. C'est quelque chose qu'il n'arrive pas à penser. Il pense à l'Algérie française égalitaire. Et ce qu'il voit sous ses yeux, en fait, fondamentalement, en 1955, 56, 57, c'est la destruction du champ politique
algérien traditionnel. Tout le champ politique est détruit. Il se recompose avec le FLN. Et l'affrontement va être terrible à l'intérieur des Algériens entre le FLN et le MNA. Il y aura une guerre terrible, hein, qui va être sans merci, hein, dans les années 56, 57, etc. Avec extermination, règlement de compte, en France par exemple, ça a été absolument terrible. Or, ce que voit Camus, c'est qu'à travers cet affrontement meurtrier entre Algériens, notamment nationalistes, il a la grille d'interprétation et de lecture, ce que je mentionnais tout à l'heure, de l'Espagne. C'est-à-dire que pour lui, les gens du MNA de Messalé, c'est comme le POU. C'est-à-dire qu'ils sont exterminés par la GPU en 1936. La GPU, c'est la police de Staline en 1936, 37, 38 en Espagne, hein, qui ont exterminé les anarchistes, les polices, la colonie politique, etc. Et il a ça dans sa tête. C'est-à-dire qu'il dit, grosso modo, si se développe l'engrenage de la violence, le champ politique est détruit, et on risque, disons, d'aboutir à une séparation entre la France et l'Algérie dans des conditions où la minorité européenne n'aura plus sa place. Et dans le fond, quand il fait référence à sa mère, il fait référence à sa communauté, c'est-à-dire les Européens d'Algérie. C'est-à-dire la hantise que la communauté des Européens d'Algérie, dans cette radicalité, dans cet engrenage, dans cette terrible violence, disparaissent. Et c'est pour ça qu'il va écrire le premier homme. Parce que le livre Le Premier Homme, c'est laisser une marque, un témoignage, une trace de ce qu'a été la présence européenne en Algérie. Parce que sinon, elle va disparaître. Si lui n'écrit pas, qui va l'écrire? Et c'est pour ça qu'il va, à partir très tôt, être dans l'exercice d'écriture du premier homme. Donc, par conséquent, on a tout un cheminement, disons, de Camus qui ne le fait pas se séparer de sa communauté d'origine, à la différence, par exemple, de quelqu'un comme Jean Sénac, qui est aussi son contemporain, qui va se séparer de sa communauté des Européens, c'est un poète Jean Sénac, et qui va être du côté des Algériens, du côté des indépendantistes algériens. Camus ne franchit pas ce pas-là. Même s'il écrit à Sénac, il y a une correspondance entre Sénac et Camus qui est très importante, etc. Il y a une correspondance aussi qui est très importante sur cette question de la séparation, par exemple avec Jean Amrouche, hein, qui, comme Camus, pendant très longtemps, Amrouche pensait à l'Algérie française égalitaire. Mais Amrouche, très vite, a compris que ce n'était pas possible. Et donc il y a eu, effectivement, cette correspondance très très difficile entre Camus et Amrouche, hein, notamment lorsque Camus a reçu le prix Nobel, qui a continué d'exister mais de manière très très difficile. Une correspondance aussi qui est très difficile, mais moins difficile qu'avec Amrouche, avec Mouloud Ferraoun, entre Camus et Mouloud Ferraoun, où à chacune de ces correspondances, Sénac, Ferraoun, Jean Amrouche, etc., on voit que Camus ne lâche pas sur une question évidente, essentielle, qui est le problème du lien entre l'Algérie et la France. Il ne lâche pas. Et Ferraoun, pardon. Le public doit savoir quand même. S'ils sont là ce soir, c'est qu'ils savent. S'ils sont là ce soir, c'est qu'ils savent. Bon, c'est des écrivains algériens, qui sont très, très importants dans les années 40-50 notamment. Ferraoun qui est assassiné par l'OAS d'ailleurs le 16 mars 1962. Bon, voilà, on reviendrait faire une conférence sur Ferraoun plus tard, dans un an. Mais dans cette difficulté qu'on a, il y a un écrivain aussi qui en veut beaucoup à Camus, c'est Kateb Yassine. Parce que Kateb est très, très proche aussi de Camus. Parce que c'est un monde quand même où les gens... On a du mal à imaginer ça aujourd'hui parce qu'il y a une telle violence, une telle radicalité entre eux qu'à un moment donné on se dit, bon, ils ne s'écrivaient pas, ils se connaissaient. Non, ils s'écrivaient, ils se connaissaient bien sûr. Et ils appartenaient à ce même univers des intellectuels, des écrivains. Et Kateb Yassine lui en a voulu, enfin la formule est célèbre chez Kateb Yassine, il en a voulu à Camus parce qu'il disait dans le fond, tu as le droit de décrire la communauté européenne d'Algérie, comme Faulkner décrivait, disons, dans le sud des États-Unis, disons, la présence des Européens, etc. Mais chez Faulkner, enfin des Blancs, hein, par rapport aux Noirs, pour aller vite, comme ça va être plus rapide. Mais chez Faulkner, bien sûr qu'il est question beaucoup de ce monde blanc, petit blanc, pauvre, violent, etc. Bien. Mais il y a les Noirs. Il y a aussi l'apparition du drame vécu par la communauté noire. Et ce qu'il reproche à Camus dans le fond, bon évidemment ça renvoie à la critique du roman étranger qu'a fait ensuite plus tard Edouard Saïd en 1980, il y a quand même chez Camus
disons, cette incapacité ou ce manque de volonté de ne pas entrer dans l'univers indigène. C'est ce que reproche, disons, fondamentalement Katabiassi à Camus. Mais en même temps, tous ces écrivains que je viens de citer savent tous, et lui disent tous, que Camus, s'il pense ainsi, c'est parce qu'il est profondément amoureux de l'Algérie. C'est pas parce qu'il est un partisan de la destruction de l'Algérie ou le fait qu'il veut être un radical ultra de l'Algérie française ou autre. S'ils portent tant d'attention à Camus, c'est parce qu'ils savent que Camus a essayé jusqu'au bout quelque chose qui paraissait totalement impossible, c'est-à-dire la réconciliation entre toutes les communautés indépendamment de la guerre. C'est ce qu'il a tenté avec la trêve civile en janvier 1956, et que Camus a été vilipendé, brocardé, insulté par les Européens d'Algérie. Par les Européens d'Algérie, qui ne voulaient entendre parler de rien, surtout quand ils ont su que Ferhat Abbas était présent dans cette réunion de trêve civile. Alors là, c'était Camus au poteau, c'était un ennemi. Alors maintenant, les Européens, après la mort de Camus, ont reconstruit l'histoire en disant c'était un formidable, il était avec nous, c'est un mec génial, etc. Mais ils détestaient Camus à cette époque-là, parce que Camus représentait pour eux la possibilité du pont passé avec le monde indigène. C'est ça qu'ils ne voulaient pas à cette époque-là, ils refusaient ça. Donc, il était un homme frontière, et c'est ce qu'il y a de plus dur. Quand vous êtes un homme frontière, vous prenez des coups des deux côtés, en fait. Et dans la guerre, il n'y a pas d'homme frontière. C'est ça le drame de Camus. Lorsqu'il y a le sang coule, en particulier au moment même où la guerre existe, il y a beaucoup de morts, de disparus, de tout, etc., c'est très très difficile de rester sur une crête solitaire. Il faut être dans un camp ou dans l'autre. Et là, tous les anciens ennemis de Camus, naturellement, je parle des Français, intellectuels ou autres, naturellement, ont profité de l'occasion et l'ont littéralement broyé, exclu du champ intellectuel et le réduisant au silence, à partir de 1958 jusqu'à sa mort en 1960. Donc voilà l'itinéraire de Camus qu'on redécouvre, enfin à mon sens aujourd'hui, qui est plus compliqué que simplement c'était un traître de l'Algérie française, ou inversement, c'était un homme formidable qui était un Algérien pour l'indépendance, mais qui était incompris. Non, c'est ni l'une ni l'autre des versions. Parfait, alors c'est une transition toute choisie vers les Camus contemporains. Leur fil, vous avez peut-être des questions, des réactions, des réflexions, des analyses ou autres. Il est donc temps, je crois, de vous laisser la parole. On aurait pu aborder aussi la vision géopolitique des rapports entre l'Europe et l'Afrique par Camus, son image aujourd'hui chez les intellectuels algériens ou chez les intellectuels français, ou enfin sa mémoire controversée, notamment autour de la question de l'exposition d'Aix-en-Provence. On va laisser ça de côté, et puis on va vous donner la parole pour que vous puissiez réagir. C'est à vous. Un micro va circuler dans la salle. Pour l'époque, il y avait des positions très diverses des Algériens à l'égard de Camus. C'était pas une position monolithique. Et simplement, ce que reprochaient les Algériens, à part le fait qu'ils aient refusé de prendre position sur l'indépendance de l'Algérie, c'est aussi le refus d'accepter la préexistence d'une nation algérienne avant la colonisation française. Donc il y avait ces deux aspects. Et le troisième aspect, à mon avis, c'est que les Algériens, vu que c'est quelqu'un qui a vécu, qui est né à Taraïd, qui a vécu vraiment dans un milieu pauvre, ils étaient en droit de s'attendre à plus de sympathie, pas simplement de la solidarité ou l'aide ou la défense des condamnés à mort. C'était cette ignorance qui un peu les agaçait. Ouais, vous avez raison de dire d'abord que ce n'est pas monolithique, effectivement. Il faut commencer par là, parce que c'est vrai que les Algériens, c'est vrai que ça veut rien dire. Ça dépend du monde social, ça dépend de l'âge, ça dépend de la connaissance aussi qu'on peut avoir de Camus à l'époque, de sa proximité en fait. Il y avait des gens qui avaient lu Camus et qui l'avaient beaucoup aimé, et qui connaissaient ses prises de position.
et puis d'autres au contraire qui savaient absolument rien de Camus et qui s'en foutaient d'ailleurs complètement. Hein, je veux dire, bon. Donc il y a une palette. Bon. Alors ce que vous dites sur la question de la nation renvoie à ce que je disais sur le nationalisme algérien en fait fondamentalement. C'est-à-dire que si Camus, dans le fond, connaît mal les dirigeants algériens, c'est parce qu'il ne connaît pas ou il ne veut pas connaître l'existence d'un nationalisme politique. Parce que c'est le nationalisme politique qui fabrique la nation. C'est classique. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas les dirigeants du nationalisme politique, vous ne pouvez pas envisager l'existence de la nation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est le contact aux nationalistes qui permet d'envisager la nation. Or, le contact avec les nationalistes algériens est très faible. Il est très très faible. C'est-à-dire qu'il connaît un peu Ferhat Abbas, bien sûr, mais il ne connaît pas du tout Messali. Et il va falloir attendre pratiquement la guerre d'Algérie elle-même pour qu'il se rende compte de l'existence, disons, de dirigeants politiques algériens. Et s'il va côtoyer à l'Algérie républicaine. Il les a quand même côtoyés un peu. Oui, c'est les Européens. Il connaît beaucoup les Européens. Il y avait des Algériens. Oui, mais les Algériens étaient très minoritaires. Il ne faut pas oublier ça. Les Algériens musulmans, dont on parle, qui étaient aux avant-gardes, aux avant-postes du nationalisme, c'était le mouvement des ulémas en 1936, 40, etc. Le mouvement des élus réformistes du docteur Benjeloul, par exemple, était très fort. C'était un mouvement qui n'était pas minoritaire en Algérie à cette époque-là, qui était un mouvement réformiste, qui n'était pas un mouvement indépendantiste. Le mouvement messaliste, le mouvement indépendantiste, il n'existe en Algérie qu'après la Seconde Guerre mondiale, vraiment. Après Sétif, au moment des AML, etc. Bon. Mais Camus n'est plus en Algérie. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Il ne vit plus en Algérie. C'est-à-dire qu'il vit en France. Il vit à partir de 1940 en France. Il fait des séjours en Algérie. Il va voir sa mère, fait des allers-retours, etc. Donc, la connaissance qu'il a du monde politique algérien, au fur et à mesure des années qui passent, c'est un élément important, ça, va s'affaiblir. C'est-à-dire que, dans le fond, il va connaître beaucoup mieux les Algériens nationalistes en France, qui sont des intellectuels, qu'en Algérie. C'est-à-dire que c'est une dimension qu'il faut avoir présente à l'esprit dans ces choses-là. Donc, effectivement, vous avez raison. Pour lui, l'existence d'une nation séparée ne se pose pas parce que, dans le fond, à l'origine de son engagement politique par le PCA, la question de la nation séparée ne se posait pas. Le Parti communiste algérien ne posait pas la question de l'indépendance de l'Algérie. Il ne la posait pas. En 1936, en 1939, Maurice Thorez avait eu cette phrase très célèbre: le droit au divorce ne signifie pas l'obligation de divorcer. C'était une phrase très célèbre en Algérie. C'est-à-dire que vous pouvez revendiquer, mais c'est pas obligé de vous séparer de la France. Et tout le monde s'était engouffré là-dedans en disant bon, on n'est pas du tout obligé. Bon. Donc c'était connu, c'était une phrase très connue, ça. Bon. Donc on a par conséquent un engagement politique de Camus qui se fait à côté du nationalisme algérien, mais pas avec. C'est-à-dire qu'il ne le connaît pas. Il va le découvrir dans la guerre. Mais c'est très tard. C'est un truc déjà très tardif, où on peut dire que les dés sont jetés, quoi. C'est fini, quoi. Je veux dire qu'il faut être là ou là, quoi. On peut pas. Donc il a des liens très fragiles avec tous ces Algériens, que j'ai mentionnés, bien sûr, qui sont des liens très intellectuels, qui ne sont pas politiques. Et dans le fond, il va être très déçu quand Ferhat Abbas va rejoindre le FLN au Caire. Il ne s'y attendait pas. Parce qu'il le fait venir au moment de la trêve civile en janvier 1956, et il ne sait pas que Ferhat Abbas est déjà au FLN. Il est déjà secrètement au FLN. Mais là, il ne le sait pas, Camus. Et quand Ferhat Abbas va aller au Caire en avril 1956, il découvre, et il est très déçu, on le voit dans sa correspondance, il dit mais pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Et si dans le fond il se rapproche de Messali, c'est parce que fondamentalement, le MNA est l'adversaire du FLN. Il y a un souci tactique, c'est un homme très politique, hein. C'est pas, dit-on, l'image qu'on a, vous savez, de Camus qui, seul, fait pas de politique, il écrit des livres chez lui, c'est pas vrai. Il essaye d'être le plus au courant possible des choses, et il agit aussi par calcul politique. C'est pas simplement un intellectuel éthéré, il ne faut pas avoir cette vision-là. Pour ça, j'ai beaucoup insisté sur les anarcho-syndicalistes, le milieu qu'il fréquentait, de tous ses amis, etc. Sinon, compte tenu de la puissance du PCF à l'époque, je parle des années 50, il n'aurait pas pu exister. S'il n'avait pas eu autour de lui des petits groupes de militants, anarchistes, socialisme ou barbarie, enfin les trotskistes, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'aurait pas pu exister en tant qu'individu. C'est pas possible, parce que le PCF était très très fort à l'époque, très puissant.
moi, la question que je me pose après cet exposé-là, c'est par rapport à aujourd'hui. Vous avez dit que Camus, il servait de pont, de lien entre l'Algérie et la France. On voit qu'il n'était pas du bon côté, l'Algérie a gagné son indépendance. Et est-ce qu'aujourd'hui, il peut servir de pont, de lien? Est-ce qu'il est apprécié, est-ce qu'il est étudié dans les milieux algériens, vu l'évolution de l'Algérie aujourd'hui? C'est ça la question que je me pose. Est-ce qu'il peut servir à nous rapprocher de l'Algérie, par exemple? Oui, c'est pas impossible. Enfin, d'abord, il faut voir qu'il y a toute une histoire postérieure après l'indépendance et après la mort de Camus. C'est-à-dire que pendant très longtemps, c'est-à-dire les années 70, les années 80, en Algérie, la question du nationalisme, sous la forme de la valorisation de l'indépendance comme ligne de démarcation décisive et centrale, est très forte. La question du nationalisme à ce niveau-là est très forte. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les amis, de l'autre côté les ennemis, d'un côté les traîtres, de l'autre côté les bons, d'un côté les amis de l'Algérie qui étaient pour le FLN, de l'autre côté les ennemis qui étaient tièdes, etc. etc. C'est-à-dire qu'on a assisté pendant pratiquement jusqu'aux années 88-90 en Algérie à une sorte de radicalité nationaliste, notamment sous Bourdieu, qui interdisait pratiquement d'envisager d'étudier Camus. En Algérie, ça n'existait pas, parce que Camus était catalogué comme un Européen, qui était pour l'Algérie française, etc., etc. Et comme je le disais tout à l'heure, les choses ensuite ont changé dans la crise, dans le drame qu'a vécu l'Algérie dans les années 90. C'est à ce moment-là que beaucoup de choses ont changé en Algérie. C'est-à-dire que Ferhat Abbas, qui était considéré comme un réformiste bourgeois, est revenu en grâce, et il y a l'université de Sétif qui s'appelle l'université de Ferhat Abbas. Mais Sali, qui était un traître absolu, est revenu aussi, parce qu'il y a l'aéroport de Tlemcen s'appelle l'aéroport Messaï quand même en Algérie, c'est le lieu de sa naissance. Et dans la foulée du retour, disons, des ancêtres qu'on avait dévorés, dans la guerre et dans l'après-guerre, parce que c'est toujours comme ça dans les révolutions, eh bien, il y a un réexamen des héritages qui s'accomplit. C'est-à-dire que les choses, effectivement, ne sont moins simples, moins évidentes que dans cette espèce de radicalité. Et on a, effectivement, à partir des années 2000 en Algérie, des écrivains, des intellectuels, des universitaires algériens qui se sont réappropriés Camus. Il y a eu un grand colloque qui s'est tenu à Alger sur Camus en 2005, dont les actes ont été publiés d'ailleurs en Algérie, les actes du colloque Camus, qui a été organisé par des universitaires algériens. Ces deux gros volumes, enfin bon, de réflexion, de discussion, de critique, ou pas d'ailleurs, mais qu'importe, le problème c'était la mise en discussion, la mise en débat de Camus, de cette façon qui est de rediscuter les héritages qui construisent l'Algérie dans sa multiplicité. C'est-à-dire la question de la pluralité algérienne, qui n'est pas simplement une pluralité qui met à l'écart les minorités, comme on dit, enfin minorités c'est entre guillemets, parce qu'il y a des minorités qui sont majoritaires. Mais par exemple la question berbère, mais par exemple la question des minorités chrétiennes, juives, etc., qui reviennent dans l'histoire algérienne. Par exemple, je lisais un article, je ne sais plus où, je crois hier ou avant-hier, où il y a eu des fouilles archéologiques à Alger. On a découvert que sous la place des Martyrs à Alger, il y avait les ruines d'une basilique chrétienne du 5e siècle. Énorme basilique sous la place des Martyrs à Alger. Ce qui est extraordinaire. Donc la décision qui va être prise, est-ce que cette basilique elle va être restaurée et montrer disons, la pluralité, la multiplicité disons, de l'histoire algérienne, ou au contraire, c'est la discussion d'aujourd'hui, bon, c'est pas tranché, ou au contraire, ça va disparaître. Enfin, on reconstruira quelque chose par là-dessus et ça va être évacué. Mais c'est pas réglé, c'est une discussion. Je prends cet exemple. Bon. Camus, dans le fond, il est aussi le témoin, le témoignage, la trace d'une pluralité algérienne, dans son histoire compliquée, qui a gagné son indépendance à l'issue d'une guerre, etc. Et cette année est organisée à Guelma, en octobre 2013, un grand colloque sur Camus, qui est organisé à Guelma. Alors Guelma, c'est une ville importante, parce que c'était une des massacres, donc en 1945, avec Sétif.
Et ce sont les universitaires algériens de Guelma, de l'université du 8 mai 45, ça s'appelle comme ça, l'université à Guelma, qui vont organiser un grand colloque sur Albert Camus. Alors, ça ne veut pas dire que les choses se passent simplement. Vous imaginez. Par exemple, il y a un écrivain algérien que vous connaissez, qui s'appelle Yasmina Khadra, qui a essayé d'organiser une caravane Camus. C'est-à-dire de porter à la connaissance du jeune public algérien les ouvrages de Camus sur l'Algérie, etc. Et cette caravane n'a jamais pu partir, n'a jamais pu exister, parce qu'il y a eu des mouvements d'opposition très très puissants contre Yasmina Khadra, qui est par ailleurs directeur du Centre culturel algérien, etc., à Paris, enfin, qui n'est pas du tout un dissident, je ne sais pas quoi. Mais c'est pour vous dire à quel point les choses, quand même, sur l'angle du nationalisme, restent quand même très fortes. Et tout l'enjeu de la discussion autour de Camus, c'est un enjeu à la fois culturel et politique. Il porte sur le problème du débat pluriel. Est-ce que l'Algérie est capable aujourd'hui d'affronter un passé pluriel? C'est ça, en fait, que révèle l'affaire Camus, fondamentalement, ou la place de Camus dans la société algérienne d'aujourd'hui. Ce qui ne signifie pas les critiques s'atténuant à l'égard de Camus, pas du tout. Mais le fait de le mettre en débat, en soi, est un acte extrêmement important. Et je pense que ce colloque de Guelma va marquer une étape, s'il se tient. S'il se tient, il marquera une étape très importante. Oui, la transition se fait naturellement avec les problèmes qui sont posés, vous venez d'évoquer en Algérie, puisque en France aussi, il y a aussi ce type de mémoire qui ne passe pas, en fait, et qu'il y a encore aujourd'hui une histoire qu'on voudrait simplifier ou refuser, et on le voit donc à travers ce 100e anniversaire de la naissance de Camus, où il est beaucoup abordé à l'étranger et qu'en France, il y a encore beaucoup de mal aussi à l'aborder par rapport à certaines forces d'organisations qui sont aussi des organisations d'extrême droite et qui persistent en France. Donc la question que je voudrais poser maintenant, c'est savoir comment aujourd'hui, disons, la pensée de Camus peut nous permettre de réfléchir à ces problèmes communautaires, ces problèmes de l'immigration en France, des problèmes des rapports avec l'Algérie, enfin des questions complexes comme ça. Mais si j'ai bien suivi ce que vous avez dit, on comprend bien que pendant la guerre d'Algérie, Camus est déphasé par rapport à la réalité du pays. Il est un peu à côté. Il a peut-être raison, mais c'est trop tard. Aujourd'hui, on est heureusement dans une période beaucoup plus apaisée, mais il y a des tensions qui persistent. Est-ce que cette pensée de Camus peut nous permettre d'aborder ces problèmes communautaires, d'émigration, ces problèmes de rapport au monde musulman, etc. Est-ce que on peut trouver chez lui, disons, des pistes qui nous permettraient de mieux comprendre la situation actuelle? Alors là, il y a deux questions. La première question sur le problème de la récupération en France de l'homme, enfin de Camus et de son œuvre, par l'extrême droite française. C'est une récupération qui a démarré très tôt, dès les années 60. Dès après sa mort, on a fait dire que Camus, s'il avait été vivant, il aurait été à l'OAS. Je vais à l'essentiel. Bon, il y a des livres qui sont sortis là-dessus, par exemple, en disant, voilà, si Camus, il était attaché à la communauté européenne, donc il était de ce côté-là, voilà. Et ça n'a jamais cessé, cette forme, disons, de lecture camusienne, jusque, par exemple, au moment où, en 2007, il y a eu ce qu'on a appelé un mur qui a été édifié à Perpignan, par des nostalgiques de l'Algérie française, d'extrême droite, et qui voulaient marquer le nom des Européens qui avaient disparu pendant la guerre d'Algérie. Et ils ont voulu mettre au-dessus de cette liste de noms une grande citation d'Albert Camus. C'était ça la volonté qu'ils avaient, c'était de se placer sous le patronage de Camus. Donc cette espèce de récupération du personnage de Camus, elle s'est poursuivie jusqu'à l'exposition qui devait se tenir à Aix-en-Provence,
donc cette année, qui a duré cette année, puisque moi j'avais été désigné en 2008 comme commissaire général de l'exposition Marseille-Provence 2013. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans sur cette exposition, de 2008 jusqu'en 2012, ce qui est quand même beaucoup, avec un scénario de 60 pages extrêmement détaillé, extrêmement précis, etc. Mais la mairie d'Aix-en-Provence, qui est officiellement à l'UMP, mais qui en fait est très poreuse avec le Front National, en fait, bon, c'est pas un secret de le dire, a vu d'un très très mauvais œil le fait de présenter un Camus qui soit effectivement un homme qui s'interroge, un homme qui n'est pas du tout du côté des ultras de l'Algérie française, mais qui reste attaché à une Algérie plurielle. Et cette vision, cette dimension telle que j'ai essayé de l'exposer ce soir avec vous, avec une mise en rapport de Camus, avec des écrivains algériens, avec la jeunesse de Marseille d'aujourd'hui, etc., indisposait complètement les tenants de l'Algérie française d'hier, qui ne voulaient absolument pas entendre parler de cette façon d'écrire la pensée de Camus, quoi. Donc à partir de là, ils ont tout fait pour faire en sorte que cette exposition n'ait pas lieu, quoi. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails sur les problèmes des subventions, des personnages qui ont surgi, qui m'ont remplacé, puis ensuite se sont enfuis. Je vais taire leur nom, mais enfin, certains le connaissent, bon, etc. etc. C'est-à-dire qu'on a... ils sont enfuis tout simplement parce qu'ils se sont aperçus que derrière l'opposition à mon travail, c'était en fait toute l'extrême droite radicalisée qui était derrière tout ça. Et la personne en question s'est rendu compte un peu tard que c'était le héros de toute cette mouvance-là. Alors là, c'était un peu difficile à avaler, donc c'est pour ça qu'il s'est enfui. Fermons la parenthèse. Donc, on a effectivement toute une bataille autour de Camus en France qui porte effectivement sur, encore une fois, la question de la différence, de la pluralité, du rapport, disons, la circulation des mémoires et d'accepter l'autre ou pas. Donc ça, c'est évident, c'est tout ça. Si moi j'avais été choisi sur Camus pour Marseille-Provence 2013, c'est non pas parce que j'étais un spécialiste de Camus. C'était évident. Quand le commissaire général de l'époque s'appelait Bernard Latarger est venu me voir en 2008, je lui dis, mais écoutez, moi, je ne suis pas un spécialiste de Camus. Il y a des dizaines de Camusiens extrêmement érudits qui sortent beaucoup de livres à l'Armatan et tout ça. Donc, ils décortiquent tous les textes de Camus, ils les connaissent par cœur, etc. Moi, vous savez, je ne suis pas un grand spécialiste de Camus. Il m'a dit, mais si si on estime que c'est vous qui doit faire cette exposition, c'est parce qu'on veut faire une passerelle avec Alger. C'était ça l'idée. C'était de faire de Marseille, Alger, Marseille-Provence, capitale culturelle, et par Camus, faire un pont avec Alger et essayer de faire une exposition commune, en fait. C'était ça la grande idée en 2008-2009. Quand j'ai travaillé sur ce projet, ils sont venus me chercher parce que je pouvais représenter cet espoir de passerelle. Et non pas parce que j'étais un expert camusien. C'était pas ça la question. Le prétexte qui a servi à mon élimination, 3 ans plus tard ou 4 ans plus tard, c'était le fait que mon projet était trop algérien. Alors que c'était pour ça qu'on était venu me chercher en 2008. Vous voyez c'est la mauvaise foi qui a fait de la politique, tout simplement. On est venu me chercher pour faire la passerelle avec l'Algérie et on m'a écarté parce qu'il y avait trop de passerelles avec l'Algérie. Il faut choisir. Alors qu'on m'a expliqué que en fait, Camus était un grand philosophe de l'universel, qu'on ne pouvait pas réduire son itinéraire à l'Algérie, que c'était extrêmement réducteur. C'est ça les arguments qu'on m'a avancés sur le plan idéologique pour écarter de l'exposition. Et ce à quoi je lui ai dit, vous savez, si Yachar Kemal, vous enlevez les Kurdes et les Turcs de toute son œuvre, je ne vois pas ce qui va rester. Singer, vous enlevez le ghetto de la Pologne, qu'est-ce qui reste, etc. Et Kateb Yassine, bon, qu'est-ce qui reste? Vous enlevez Nejma, les oreilles, qu'est-ce qui reste? Vous enlevez l'Algérie de Camus, qu'est-ce qui reste de Camus? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quoi ce philosophe éthéré, universel, sous un soleil mondial? Je dis, bon, peut-être, mais enfin, tout le monde sait que c'est l'Algérie, vous n'y pouvez rien. Mais bref, ça a été comme ça, c'était l'argument. C'est le risque de provincialiser Camus. C'était ça l'argument qu'on m'a avancé, c'était vous allez provincialiser Camus, le réduire à un écrivain provincial et du sud méditerranéen, alors qu'il n'est pas ça, il est beaucoup plus important, il est mondial.
Je dis oui, il est mondial parce qu'il est régional, sinon tout le monde s'en fout. Hein, je veux dire, les gens qui sont enracinés dans rien, ils ne sont pas très reconnus généralement. Enfin, je ferme la parenthèse. Donc, voilà ce qui nous permet de penser Camus à la lumière de ce qui s'est passé dans cette espèce de pluralité. Maintenant, pour être franc et honnête, et ce qui a toujours été mon cas et qui m'a valu beaucoup d'ennuis, c'est que Camus a très peu pensé, a très peu parlé de l'autre sous la forme de l'islam, de l'Algérie, etc. Ce serait faux de croire ça. Hein. Le mot islam n'apparaît pratiquement presque jamais dans son œuvre, dans l'œuvre de Camus, parce que j'ai travaillé. Hein. Parce qu'entre le moment où j'ai été nommé commissaire et le moment où j'ai été viré, il a fallu que je me mette au boulot. Hein, c'est-à-dire, je me suis dit, bon, quand même, il faut quand même travailler. Je vais aller chez... Donc, vous savez, la Pléiade, des œuvres complètes, commencer à relire tous les trucs que je n'avais pas lus depuis 18 ans. Donc, j'ai commencé à chercher et à voir effectivement son rapport à l'Algérie, au Maghreb, au monde arabe, à l'islam, etc. C'est très faible. Ça, je vous parle directement et franchement. C'est pas, disons, c'est pas une part chez lui qui l'intéresse. D'où le concept de Méditerranée, qui permet de transcender, disons, cette espèce de rivalité possible entre Orient et Occident, entre l'islam et Europe. D'où le fait qu'il s'affirme comme un Méditerranéen. Ce qui permet de dépasser tout ça. J'ai mis du temps à comprendre ça, mais voilà. Vous voyez le... Moi je dis tout, hein, je ne dis pas, j'essaie pas d'atténuer ou de cacher, vous voyez, de dissimuler des choses. Quoi. C'est peut-être la dernière question, il n'y en a plus parce que là il est tard maintenant. Il y a encore 15 minutes hein, quand même. Hein. C'est la fin. Moi, d'abord une réflexion. Effectivement, on ne peut pas reprocher à Camus de ne pas avoir théorisé ni abordé tout ce qu'il a vécu en Algérie. Il a quand même né disons, la primauté d'être allé en Kabylie, percevoir de la misère des villages, etc., comme l'a fait Germaine Guillon, comme l'a fait un autre provincial qui était Bourdieu. Plus tard, oui, tout à fait. Moi, je ne me reprocherai pas, c'est un peu mon ami Elisabeth Camus, étant donné que je suis plutôt pour Camus que pour Sartre. Je ne veux pas lui reprocher d'avoir mis de côté justement l'Algérie indigène, etc. C'est comme si on faisait la critique de Tocqueville qui est allé aux États-Unis et qui nous ramène un ouvrage qu'il appelait La démocratie en Amérique et qui n'a pas vu ni l'esclavage des Noirs, ni le massacre des Indiens. Après tout, on dit que la démocratie athénienne, etc., alors qu'elle ignorait complètement les femmes, les esclaves et les enfants. Donc, ce n'est pas sur ce terrain-là que j'attaquerai Camus. C'est plutôt le versant qu'il a divorcé un petit peu avec le politique, alors que Camus Dessine, j'en ai parlé avec lui à Lyon, au début des années 70, quand il est venu présenter sa pièce L'homme au journal de caoutchouc au théâtre Lincoln, il m'a dit que Camus a fait un chemin parallèle, et qu'il ne comprenait pas. Bien entendu, Camus Dessine était stalinien, ça, il ne s'en cachait pas. Donc c'est toutes ces ambiguïtés qui font que Camus quand même reste un homme des deux rives, hein, comme on dit. Malgré tout, il y a Boudjeda ou Asmir Khadra qui lui a reproché quand même d'avoir fait un best-seller où son personnage a tué un Algérien uniquement parce qu'il faisait chaud. C'est le paradoxe du personnage. Non, mais c'est un personnage, vous avez raison, c'est un personnage extrêmement attachant. On le voit maintenant avec le temps qui passe, avec les 50 ans qui viennent de passer. On peut débattre comme ça à l'infini sur Camus parce que c'est un homme qui est en questionnement. C'est pas un homme qui ferme les problèmes, mais qui les ouvre. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand il pense, quand il écrit, quand il réfléchit, c'est qu'il a un questionnement ouvert. Alors qu'à l'époque, beaucoup d'intellectuels fermaient les raisonnements. C'est-à-dire qu'ils disaient, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut toujours continuer à s'interroger sur Camus.
bon, il est toujours intéressant parce qu'il réfléchit à hauteur d'homme. Et donc c'est effectivement, vous avez raison, ça ne peut pas aussi lui reprocher ce qu'il ne pouvait pas prévoir dans une époque où il était extrêmement seul et où la vague de décolonisation, où la question coloniale était centrale. C'est-à-dire qu'elle s'est imposée comme une question décisive. Et dans le fond, la question du communisme stalinien a commencé à se développer qu'après coup, quelque part. Elle a commencé en 1956 avec Budapest, mais on peut dire que c'est à partir de 1968, c'est-à-dire la Tchécoslovaquie, que cette question-là, elle va vraiment devenir très forte dans le monde intellectuel, etc. Et donc Camus, par conséquent, dans les années 50, alors là, il est vraiment décalé. Il est décalé par rapport à cette problématique, il n'est pas dans son temps. C'est pour ça qu'il est attachant, parce qu'il n'est pas dans son temps. C'est ça qui le rend plus humain. Il est beaucoup plus humain que Sartre. Bien, je vais être vraiment laconique par rapport à ma question. Et je pose la question sur la notion philosophique de la vérité chez Camus. Bien entendu, je sais bien. Mais je voudrais vous poser la question par rapport à votre manière de voir, en tant qu'historien, comment vous pouvez interpréter cette notion de vérité dans la pensée philosophique de Camus. C'est-à-dire que je vois, il y a une sorte de l'absoluté de la vérité gardée dans le silence. C'est-à-dire que Camus, dans son œuvre philosophique, ne voit pas la vérité comme une vérité absolue, parce qu'il l'atteint. Il garde silence dans sa position, et tandis que les autres qui l'attaquent, qui lui reprochent de tant de choses, pensent que la vérité, c'est dans la parole. Quand on donne sa position et on pense que c'est cette vérité qui est une vérité absolue. Alors que chez Camus, c'est une vérité qui s'éteint. Donc, il pense que la vérité se garde dans l'absoluté quand elle est en soi. Surtout dans son roman sur l'étranger, il y a ce sens de l'absurdité entre l'homme et le monde qui se cache dans cette vérité tue, quoi. Donc, c'est pourquoi je voulais poser ma question pour voir un peu la vision de l'historien par rapport à cette notion. Je ne suis pas philosophe, donc je ne peux pas répondre sur le statut qu'a, disons, la vérité dans la démarche philosophique de Camus. Il n'y a pas une vérité fermée, éternelle, close. Bon, il y a effectivement une recherche, il y a un mouvement, il y a un processus chez lui, bien entendu. Mais par rapport à la question que vous soulevez, il y a une autre question. Sur le problème du silence. Ça m'intéresse plus que la vérité. Parce que la vérité, c'est un fond assez classique. Sur le problème il n'y a pas une vérité, des vérités, le problème du relativisme dans la vérité, tout ça est assez clair. Mais le silence, ça, par contre, c'est un vrai questionnement. Est-ce que Camus s'est tu après le prix Nobel? Parce que vous avez un présupposé qui est de Camus s'est tu, alors que ses adversaires se sont déchaînés. Mais quand on travaille, on fait historien, donc dans le réel, on s'aperçoit qu'il ne s'est pas si tu que ça. Il n'a jamais autant écrit qu'entre 58 et 60 et sa mort, ce qui n'a pas été publié, mais il a énormément écrit. Beaucoup de courriers, beaucoup de lettres, le premier homme, qui a été écrit effectivement dans cette période-là, quand même, qui est un roman inachevé, puisqu'il était pratiquement fini quand il est mort en janvier 60. Ça veut dire qu'il ne parle pas dans l'espace public, mais il parle beaucoup dans l'espace privé. Et d'ailleurs, c'est un problème parce que dans les livres de témoignages qui vont sortir après sa mort, tout le monde va faire parler Camus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on va le faire parler. C'est-à-dire que le langage de Camus va apparaître de manière très forte. Il y a par exemple quelqu'un qui a écrit un livre incroyable sur Camus, d'André Roosfelder, qui s'appelle Le 11e commandement, qui était un ami intime de Camus. Il le fait parler, mais tout est dans le témoignage oral, dans l'oralité. Et il le fait parler dans un sens qui est très Algérie française, et qui est dans un sens qui est, comment dire, celui de quelqu'un qui aurait pu basculer du côté de l'OAS. Bon. On entend presque la voix de Camus dans ce livre tout le temps. Et puis à l'inverse, vous avez quelqu'un qui fait parler Camus de manière très très différente dans l'espace privé, donc dans la correspondance privée, donc dans l'échange amical, donc dans les repas, donc dans les promenades, donc dans tout ça, c'est Jean Daniel. C'est-à-dire que quand vous lisez tous les livres de Jean Daniel, il fait parler Camus tout le temps. C'est-à-dire qu'il est tout le temps en train de lui faire dire des choses incroyables sur la vie, l'amour, les femmes, la révolution, la guerre, la violence, le terrorisme, tout ce que vous voudrez, etc. Bon. Ces deux hommes, qui naturellement se détestent, hein, mais qui sont toujours vivants, c'est André Roosfelder et Jean. Il est mort, Roosfelder? Ah, je ne savais pas qu'il était mort. Il est mort quand, Roosfelder?
Ah, je ne savais pas. Ah, ça, je viens d'apprendre un truc. Ça, je ne savais pas. Et ben, en tout cas, j'en avais détesté Rosfelder, évidemment, parce qu'il disait c'est pas possible que Rosfelder écrive ça, etc. Mais moi, en lisant les deux trucs, de Rosfelder d'un côté et puis de Jean Daniel de l'autre, je me suis dit, tout ce que dit Rosfelder est peut-être pas faux. J'entendais quand même la voix dans le récit de Rosfelder. C'était pas quelque chose qui m'était fondamentalement étranger, dans sa façon de réfléchir, de penser, etc. Donc tout ça pour vous dire que le silence de Camus, son retrait hors de tout, hors du monde, etc., est très relatif. Il y a peut-être aussi la volonté de revenir lorsqu'il est mort. À travers ce livre, qui était le premier homme, il y avait cette volonté de réexister dans la scène publique, enfin, après l'écriture du premier homme. Donc vous voyez, il y a aussi on pourrait interpréter ce silence plus comme un temps de latence et comme un travail de deuil, que comme une volonté de réclusion personnelle. Vous voyez, c'est ça qui m'intéresse chez lui, dans ces deux années-là, 58-60. C'est-à-dire le fait de faire, effectivement, et d'attendre pour mieux revenir, et non pas pour s'effacer définitivement. Alors, sinon, on a une conception de Camus, encore une fois, qui est peut-être trop romantique. On a le temps pour une dernière question. Bonsoir. Je voudrais revenir sur votre remarque de tout à l'heure quand vous avez expliqué que M. Camus, comme d'autres, en période de guerre, quand ils sont entre deux camps, il n'y a pas de place pour eux et il faut qu'ils choisissent leur camp. Donc je vais essayer d'être une passerelle entre l'époque où est mort Albert Camus et aujourd'hui, puisqu'il est mort au mois de janvier 1960, et qu'à Lyon, je vais essayer de faire aussi une passerelle entre vous qui n'êtes peut-être pas lyonnais, M. Stora, avec ce qui s'est passé à Lyon après la mort de Camus. Le 11 novembre 1960, à Lyon, derrière l'Hôtel Dieu, un Algérien qui s'appelle Abès Felahi a été assassiné par un membre fondateur futur de l'OAS qui s'appelle Louis Thomas, qui était le président d'une association qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle les anciens combattants de l'Union française. Et ça s'est passé donc le 11 novembre 1960. Et ce procès ensuite, l'enquête qui a eu derrière cet assassinat, et le procès qui a duré jusqu'au 7 février 1961, a amené mon père à être témoin de ce crime et à témoigner pour faire incarcérer ce grand notable lyonnais qui avait assassiné cette personne. Et le 7 février 1961, les jurés ont décidé à la cour d'assises ici au Vieux-Lyon d'acquitter cette personne. Et donc dans les jurés, il y avait le maire de Lyon, Louis Pradel, il y avait différentes personnes. Et donc mon père, suite à ce procès, effectivement, donc il s'est retrouvé un peu isolé. Donc comme vous dites, il faut choisir son temps dans ces moments-là. Donc il s'est marié avec ma mère française, il est parti tenter l'expérience de l'Algérie indépendante pour laquelle il s'était battu. Et puis, tout ça pour vous dire que, eh bien, 50 ans après l'indépendance de l'Algérie, quand vous dites que Camus commence à réinvestir l'Algérie dans des salons ou des choses comme ça, je voudrais, et je ne sais pas si vous allez être contre ce que je vais vous dire, mais je voudrais quand même ajouter que quand le gouvernement algérien a choisi de remettre Albert Camus en avant, c'est quand même après, comme vous dites, la décennie sanglante. Cette décennie sanglante, on oublie beaucoup aujourd'hui, dans cette période de guerre contre le terrorisme, on oublie une chose, c'est le début de cette guerre sanglante de 10 ans. C'est que, contrairement, moi j'ai vu sur la chaîne parlementaire là, un reportage qui s'appelle « Sur la piste du terrorisme ». C'est un reportage qui vient d'être fait, où on explique que cette décennie sanglante en Algérie, qui a vraiment fait émerger le mouvement islamiste dans le monde, ils expliquent que tout a commencé par des volontés des islamistes d'être sanglants, etc. Et ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement algérien veut à tout prix faire oublier qu'il y a eu un processus électoral, que les islamistes ont gagné des élections, qu'ils les ont gagnées sans violence, et qu'après avoir gagné ces élections sans violence, là la guerre a commencé puisqu'il y a eu une interruption du processus démocratique. Et que comme... Attendez, je termine. Albert Camus, comme il ne parle pas d'islam, dans tout son parcours sur l'Algérie, il est actuellement récupéré effectivement par le gouvernement algérien parce qu'il correspond à cette volonté d'effacer l'histoire et d'expliquer que les méchants étaient les islamistes et pas le gouvernement. Merci, vous n'êtes peut-être pas d'accord. Non, mais c'est votre interprétation. Mais absolument. Vous savez,
pour que le gouvernement algérien se récupère Camus, comme vous dites, il y a encore du boulot pour le gouvernement algérien lui-même, parce que personne ne connaît Camus encore en Algérie. Je veux dire, les livres ne sont pas diffusés de Camus dans les écoles. Il n'y a eu qu'un seul colloque dont j'ai parlé, qui est celui de 2005. Celui de Guelma est extrêmement incertain. Alors, comme récupération, on fait mieux quand même. On aurait pu au moins donner le nom d'une rue à Albert Camus en Algérie, la rue où il est né, enfin où il a vécu, pardon, à Alger, c'est même pas le cas. Il n'y a même pas une rue de Albert Camus. Alors moi je veux bien qu'il y ait de la récupération pour effacer l'histoire, pour reconstruire tout ça, etc. Bon, mais c'est une interprétation extrêmement tirée par les cheveux, parce que franchement, il faut voir la bataille que mènent en Algérie aujourd'hui les intellectuels algériens pour essayer de faire connaître Camus, mais c'est une bataille incroyable. Enfin, je veux dire, ils ne reçoivent aucun secours de l'État algérien pour mener cette bataille. Quand je vous dis que le colloque de Guelma va avoir lieu, s'il n'a pas encore lieu, d'ailleurs, c'est pas, ils sont en train de faire des appels de communication, ils n'ont pas de réponse pour l'instant, ils ne savent pas s'ils vont avoir l'argent pour les billets d'avion. Vous savez, moi je suis très pratique dans tous ces trucs-là, c'est plus idéologique. Si c'était un truc officiel, organisé par l'État algérien, etc., par exemple, j'ai assisté à un truc officiel de l'État algérien l'année dernière, c'était sur Messali. Là, oui, là, je peux vous dire, effectivement, à Tlemcen, vous avez eu l'année dernière un énorme colloque avec la fille de Messali. J'ai été invité avec Mohamed Arbi, il y avait 1000 personnes présentes, etc. Là, vous avez effectivement une volonté politique à l'État algérien de réinscrire la personnalité de Messali dans l'histoire algérienne. D'accord, là, je pourrais vous suivre pour essayer d'effacer, de reconstruire, tout ce que vous voudrez, etc. Mais franchement, Camus, non. Là, je crois que vous ne connaissez pas, franchement. C'est-à-dire que là, la bataille, elle est autrement plus compliquée, autrement plus difficile. Moi, je ne peux pas rentrer dans les détails, tout ce qui se passe en ce moment en Algérie, la Kabylie, le monde berbère, etc. etc. C'est une bataille très compliquée et qui ne vient pas d'en haut. Ce sont des initiatives de ceux qui prennent ça en Algérie, ça vient d'en bas, ils ont un très grand courage. Et ce n'est pas du tout sponsorisé par en haut. Parce que ça se sait très vite en Algérie quand ça vient par en haut. C'est très simple. Les choses se font très vite, les billets d'avion arrivent, l'argent arrive, c'est annoncé dans la presse, enfin tout ça est bon. C'est pas le cas. C'est une vraie bataille qui est menée, comme dans un autre registre. Alors là, on quitte Camus, et on terminerait sur un autre registre. Par exemple, vous avez en Algérie tout un mouvement qui existe, par en bas, pour essayer, par exemple, de remettre à l'ordre du jour dans l'histoire longue de l'Algérie, la Kaena, qui est la reine des Aurès, etc. Bon. Et vous avez des gens, Renchla, etc., dans les Aurès, qui veulent faire revenir la Kaena dans l'histoire de l'identité algérienne. Or, il y a une légende, une partie d'histoire légendaire qui dit que la Kaena était juive. Donc vous imaginez le retour dans l'histoire intérieure algérienne d'un personnage comme la Kaena. Vous croyez que ça vient par en haut? Alors vous avez des courants conservateurs, pour ne pas dire plus, qui freinent des cas de fer pour avoir une seule vision de l'identité algérienne exclusive, donc indépendamment de la berbérité, du judaïsme, du christianisme, etc. Donc c'est une vraie bataille. C'est une vraie bataille. C'est-à-dire que sinon, vous considérez que tout est joué par avance. Je veux dire que tout est écrit par en haut, l'État qui organise les trucs, etc., etc. Non. En Algérie, vous savez, c'est un pays, il y a 37 millions d'habitants, c'est grand. Il y a des gens qui sont dans le pouvoir, c'est vrai. Des gens qui manipulent, c'est vrai. C'est vrai, tout ça. Mais vous avez aussi des gens qui se battent. Vous avez aussi des gens qui essaient de faire valoir des points de vue, qui essayent de créer des associations, qui essayent de mettre en place des choses dans des conditions très difficiles. C'est pour ça que je vous ai parlé de la Kaena, pour essayer de faire avec Camus. C'est très compliqué. Et on ne peut pas tout mettre dans le même sac. Vous voyez, tout dire c'est pareil, tout vient d'en haut, etc. C'est plus, quand on s'intéresse à l'histoire d'un pays, il faut rentrer dans la complexité des choses de ce pays, de cette histoire. Connaître les acteurs, quelles sont les forces en présence, se donner la peine d'y aller, interviewer les gens. Malheureusement, je ne dis pas ça pour vous, pas du tout, mais malheureusement en France, on ne connaît pas l'Algérie. C'est-à-dire que les gens ne savent pas ce qui se passe dans ce pays-là. C'est-à-dire quelles sont les forces en présence, les acteurs, les intellectuels, les universitaires, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de catégorisation abstraite et idéologique, l'armée, l'État, le pouvoir, les barbus, les islamistes, et terminé. Voilà, ça se réduit à ça. 37 millions d'habitants ne peuvent pas se réduire à ça. C'est un conseil que je vous donne, c'est d'essayer d'aller le plus en empathie avec une société réelle. Voilà, je vous termine. Merci beaucoup à tous.
Merci beaucoup, M. Stora, pour cette très riche et très intéressante intervention. Merci pour votre participation. M. Stora, donc, est attendu par un train, malheureusement, nous allons